Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à la Librairie Dialogue, puisque ce soir, on reçoit avec grand plaisir Gaëlle Josse. Merci Gaëlle Josse d'être avec nous ce soir. Merci à vous de m'avoir invité. Bonsoir. Gaëlle Josse, vous êtes diplômée en droit, en journalisme et en psychologie. Vous êtes romancière et poétesse. Entre 2005 et 2009, vous publiez 5 recueils de poésie. Et votre premier roman, Les Heures silencieuses, paraît en 2011 chez Autrement. 9 autres romans suivront, principalement aux éditions Noir sur Blanc, jusqu'à La Nuit des Pères en 2022. Cette même année 2022, vous revenez à la poésie et 13 ans après votre précédent recueil, vous publiez Et recoudre le soleil, qui est ici. Vous êtes venu à la littérature par la poésie. Et dans votre écriture romanesque, la poésie est omniprésente, on va dire. Mais vous aimez aussi expérimenter de nouvelles formes d'écriture, comme dans De vive voix, paru en 2016, qui est ni un essai, ni un récit, ni un roman, ni une autobiographie, simplement quelques perceptions personnelles, intimes de la voix humaine. Et on va voir à quel point c'est important cette notion de voix humaine, de voix tout court d'ailleurs. Ou encore dans Vers-mer entre deux songes en 2017, qui est une réflexion sur l'art et la vie, l'art dans la vie. Donc on voit cette volonté d'expérimenter. Votre dernier livre, paru en 2023, et encore une fois, on va voir que c'est de l'expérimentation, entre guillemets. 24. Vous êtes sûr? Non, je rigole. En 2024, donc, est un recueil de 33 microfictions qui s'intitule « À quoi songe-t-il quand le sommeil fuit ?» En quelques lignes, en quelques mots, vous dressez le portrait d'enfants, de femmes et d'hommes de tous âges et de tous milieux. Avec cette mosaïque de textes courts, entre 2 et 10 pages, vous écrivez des histoires simples et interrogez les passions humaines qui se libèrent au cœur de la nuit. Comment est né ce projet de microfiction et pourquoi ce choix de genre littéraire ? Bien, bon, on va commencer à répondre, puisque la première question est là. En tout cas, merci à vous tous d'être venus aussi nombreux. Je suis un peu impressionnée. Je vais faire de mon mieux. Alors, pourquoi ? Il y a eu plusieurs choses. Tout d'abord, après La Nuit des Pères, qui avait quand même été émotionnellement un peu beaucoup, j'avais pas envie de retourner tout de suite au roman. Voilà, de enchaîner à nouveau tout cet engagement sur une telle durée. Voilà, je ne me sentais pas de repartir tout de suite sur le roman. J'avais envie de respirer, d'explorer autre chose. Sans un écrivain, ce n'est pas une machine à pondre un roman tous les 2 ans. Il y a plein d'autres choses à écrire. Donc voilà, j'avais envie d'un sas de décompression émotionnelle. Mais il ne suffit pas d'avoir cette envie pour que ça arrive. Et en fait, le hasard a fait pas si mal les choses, où un soir, j'étais à ma fenêtre, et ça donne sur une cour intérieure, avec les 3 côtés. Et je ne dormais pas, je regardais par la fenêtre, et il y avait une seule autre fenêtre allumée. Juste en face, tout le reste était noir. Et j'ai trouvé que c'était étrange. Parce que je me suis dit, je ne sais pas qui c'est, homme, femme, enfant, âge, je ne sais pas. On ne partage rien, on ne se connaît pas. Nous sommes 2 humanités étrangères l'une à l'autre. Mais il y a quand même quelque chose qu'on a en commun, c'est qu'il fait nuit, que visiblement tout le monde dort et que nous, on ne dort pas. Donc il y a quelque chose qui doit nous tenir et on partage ça sans le savoir. Donc j'ai aussitôt imaginé qui pouvait être ce mystérieux vis-à-vis et qu'est-ce qui pouvait l'empêcher de dormir. Alors moi je savais, pour moi, mais pour lui je ne savais pas, évidemment. Et en fait, très rapidement, il y a plein d'autres histoires qui sont venues un petit peu me bousculer. Et je me suis rendu compte que dans ces histoires, il y avait des choses évidemment très, très personnelles, des choses vues, des choses entendues, des choses observées, des choses perçues, et aussi beaucoup de questionnements qui m'étaient propres. Et que finalement, il y avait quelque chose qui était en train de se dessiner. C'était toutes ces solitudes de nuit face à leurs fenêtres. Et donc, voilà, elles ont commencé à s'écrire un petit peu comme ça, les unes après les autres. Donc ça a été dans le même temps?
le même temps d'écriture, c'est pas au fil du temps. Comme en poésie, par exemple, vous pouvez écrire au fil du temps. Là, oui, les non, microfictions sont... Ça s'est écrit sur un temps assez long, parce que je crois que je l'ai démarré assez peu de temps en fait, après la Nuit des Pères. Et voilà, donc toutes ces mini-nouvelles, ces micro-fictions, parce qu'avec mon éditrice, on a hésité sur la manière de nommer. Voilà, faut bien mettre quelque chose sur le... ça s'est construit de cette manière-là. Et en fait, ce que j'ai trouvé vraiment passionnant, je dirais, comme écrivain, comme écrivant, c'était d'arriver avec très peu de moyens, très peu de pages, comme vous disiez, de 2 à 10 pages, à donner une vraie densité, une vraie épaisseur humaine à des silhouettes aperçues, de manière à ce qu'elles ne restent pas des ombres chinoises ou des silhouettes en carton, mais leur donner vraiment une vie, un destin, un moment dans cette vie, dans ce destin, une émotion, quelque chose qui remonte à la surface. Et je me disais, en fait, la nuit, c'est ça. Une fois que les vestiges du jour sont retombés, qu'est-ce qui reste ? C'est ce moment très paradoxal où on est à la fois très protégé, parce qu'il n'y a plus rien, il n'y a plus de silence, il y a le silence, les formes sont assourdies, il y a l'obscurité, il y a une espèce un côté très cocon, très écrin, qui amène au repos, à la détente, à une espèce de lâcher-prise. Et en même temps, paradoxalement, une espèce d'hyperacuité sur les choses, et parfois une espèce d'hyperactivité cérébrale, d'avoir l'impression que les choses s'écrivent, se dessinent, se perçoivent avec beaucoup plus de précision et d'acuité. Et puis que c'est aussi un moment de face à face avec soi-même, qui peut être soit un moment heureux où on se rassemble enfin. Après, c'est un petit peu éparpillé comme dans le tourbillon du jour, des relations. Une fois qu'on a laissé tomber le masque ou le rôle social, qu'on essaie de jouer plus ou moins comme on peut, qu'est-ce qui reste dans ce face-à-face avec nous-mêmes ? Donc c'est des moments à la fois de très grande nudité, de solitude évidemment, et aussi de sincérité, de vérité. On n'a plus besoin de tricher, il n'y a plus personne. Voilà. Donc, c'est pas la peine. Donc, qu'est-ce qui se passe dans ces moments-là ? Ça peut être parfois des moments heureux, des moments où on prépare quelque chose, où on est porté par quelque chose, ou un souvenir heureux, ou une projection vers quelque chose qui nous tient. Mais ça peut aussi être des moments où on a des obsessions, des hantises, des regrets, des remords ou des décisions à prendre. Et je crois qu'il se passe énormément de choses dans ces moments-là. Donc j'ai essayé d'en raconter quelques-unes. Un certain nombre. Ce qui est étonnant, c'est que vous dites que dans chacun de vos romans, dans chaque page, il y a quelque chose de vous. Et là, on a un enfant notamment, il y a un enfant, il y a l'histoire des 2 sœurs, enfin voilà, il y a plein de moments, on ne peut pas s'empêcher de se demander est-ce que Gaël Josse se raconte dans ces micro-fictions par petits bouts comme ça, ou est-ce que c'est plutôt un témoignage, est-ce que c'est complètement inventé, quelle est la part de fiction, quelle est la part d'intimité dans ces micro-fictions ? Alors, je vais vous répondre, mais est-ce que c'est vraiment important de savoir... C'est parce que vous avez dit que dans chaque page, alors je voudrais savoir dans quelle page, puis en fait à chaque fois on cherche. Est-ce que c'est elle, ou est-ce que c'est pas elle, est-ce que c'est moi ou c'est pas moi vous savez, c'est Flaubert qui disait que l'écrivain c'est un peu comme Dieu, il faut qu'il soit présent partout et visible nulle part. En fait, oui, je crois que sincèrement, dans chaque phrase et dans chaque mot, il y a toujours une émotion qui m'est proche, soit vécue, soit ressentie, soit de manière directe, soit observée. Mais écrire, c'est aussi une machine à décanter, à transposer, à filtrer les choses. Écrire, c'est toujours déplacer
les choses. Et c'est à la fois se souvenir et oublier pour faire naître autre chose. Et moi, je trouve que paradoxalement, le fait de déplacer quelque chose qui, par exemple, m'appartient, mais que je vais prêter à un homme qui n'a pas du tout mon âge ou un enfant qui a encore moins mon âge, ça va me permettre une beaucoup plus grande liberté que me le permettrait l'autofiction si moi je me raconte, voilà, Gaëlle Josse, ça m'est arrivé ça le 27 septembre 2023. Honnêtement, moi j'aime bien que les livres, la littérature soit plus grande que ma propre vie qui, elle, est assez, assez minuscule et assez peu intéressante. Ce que je peux vous offrir de mieux, c'est pas ma vie, c'est ce que j'essaie d'en dire en la croisant avec les vôtres, avec les nôtres, pour essayer de voir ce que la littérature peut en dire. Alors, on va pas. Voilà, donc je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Enfin, la première phrase était éloquente sur est-ce que ça a de l'importance pour l'interrogation. C'est une bonne question. Mais c'était rhétorique, j'imagine, comme question. Par contre, ce qui est étonnant, c'est ce choix de n'être que de nuit. Enfin, et entre chaque microfiction vient s'intercaler un vers. Donc on retrouve voilà comment se mêle ou s'entremêle la fiction romanesque, on va dire, et puis la poésie. Là, vous l'avez carrément mêlé, puisque entre chaque microfiction, il y a un vers qui commence par la nuit. Oui. Pourquoi ce choix d'avoir comme ça qui est un peu le liant sans l'être réellement, mais pourquoi ce choix du vers qui commence par la nuit entre chaque microfiction? Et pourquoi pas? La littérature, d'abord, c'est la liberté. Voilà. Non, je plaisante. Mais c'est atypique, je veux dire, encore une fois, c'est expérimental. C'est la liberté. La seule règle, c'est est-ce qu'à la fin, ça se tient? Voilà. Est-ce que ça veut dire quelque chose? Est-ce que ça sonne? Est-ce que pour moi, ça me semble juste par rapport à ce que je voulais faire? Donc oui, c'est vrai que le fait d'intercaler après chaque microfiction un vers libre qui commence par la nuit et qui décline un peu différentes facettes de la nuit, pour moi c'était une espèce de comme en musique de basse continue, d'ostinato, comme au piano vous avez les accords de basse et puis la voix qui chante la mélodie de la main droite, avec quelque chose d'assez obsessionnel, qui revient, comme une espèce de basse qui s'installe et qui donne une espèce de pulsation en fait au texte. Et il est évident que c'est pas le titre de la microfiction suivante, que c'est pas forcément lié. C'est un petit peu comme une espèce de ruban ou de cours d'eau sur lequel les histoires vont venir se poser. Et je crois qu'il faut lire ça de manière très très fluide et sans se poser trop de questions. Comme une pause, enfin, à la fin de chaque microfiction, il y a une espèce de pause qui nous amène à une forme de réflexion ou à quelque chose qui permet de faire justement cette pause nécessaire. Parce que, en fait, là, comme disait, je crois que c'est Geoffrey qui dit ça, c'est une vie dans un dé à coudre, une microfiction. Et c'est fou quand même, parce qu'en 2 pages, vous nous racontez une vie. Ouais. Et on a besoin de cette pause nécessaire par ce vers pour se dire, on va passer à une autre vie, mais en même temps, Il me semble qu'en effet, c'était aussi une espèce de respiration qui me semblait assez nécessaire, parce que comme c'est court, ça s'enchaîne en fait assez rapidement, et que c'est bien de reprendre son souffle avant d'entrer dans une vie suivante. Voilà. Puis j'ai trouvé qu'à l'oreille, pour moi, ça fonctionnait. Donc j'ai proposé ça comme ça à mon éditrice. Juste, il y a à la fin, il y a ce petit passage-là, et je voudrais rebondir là-dessus. Si vous pouvez lire juste ce petit passage-là. Oui, alors c'est la... Ah oui, alors, donc il y a un vers qui fait juste quelques mots entre chaque, et pour le dernier, en fait, qui clôt le texte, là, ça fait 4 lignes. Donc c'est ça que vous voulez que je lise? Il y en a 4 lignes 5. Oui, voilà. J'ai eu peur, je me dis, mais il en manque un. Il en manque une.
La nuit, les traces effacées. La nuit, déchirure. La nuit, rivage. La nuit, cahier blanc pour nos histoires. En saisir quelques-unes et les nouer au doigt du jour. Donc là, la question que je me pose, c'est est-ce que Vous avez... posez beaucoup de questions. Oui, beaucoup, hein. j'arrête pas. Énormément, et on n'est pas au bout. On n'est pas au bout. Bon, Et vous non plus, rassurez-vous, d'ailleurs. moi aussi, voilà. Voilà, et vous non plus. Est-ce que ces microfictions ont toutes été écrites de nuit ou pas? Pas forcément. Pas forcément. Vous savez, écrire, comme on dit, sur le motif, c'est pas toujours la meilleure des solutions. Moi, je crois un peu à la... donc l'immersion, c'est intéressant, mais on risque de se noyer en immersion. Et c'est toujours l'écriture, il y a forcément un temps de décantation nécessaire. Donc pas forcément. Pas forcément. Et pourtant, la nuit est une problématique pour vous, puisqu'elle est récurrente dans votre œuvre, ne serait-ce que dans vos titres, L'ombre de nos nuits, La nuit des pères, C'est vrai. ou dans Les heures silencieuses, Magda déclare « Depuis l'enfance, je redoute la nuit ». Et là, encore une fois, je me pose une question. Gaëlle Josse redoute-t-elle la nuit? Et conjurez-vous certaines de vos terreurs nocturnes par l'écriture? Bah, vous êtes un bon lecteur, vous. Hein. Oui, alors c'est là d'ailleurs qu'on voit de manière assez amusante et assez intéressante combien l'inconscient est à la manœuvre quand on écrit, parce qu'évidemment, de moi-même, je ne fais pas du tout ce lien. Et heureusement, sinon je me dirais, bon, là, il faut que tu arrêtes et que tu passes à autre chose. Donc oui, il y a forcément des... Oui, moi je suis très sensible à ces moments qui sont assez rares finalement dans nos vies, où on a l'impression d'être un petit peu, d'être un peu nu. Voilà, qui sont des moments de fragilité et des moments où on, comme je le disais tout à l'heure, où on n'a plus rien à prouver. Parce que dans 95% du temps qu'on passe, on est beaucoup en interaction. Donc il se passe des choses évidemment, heureusement, très sincères, mais il y a aussi quelque chose forcément qu'on installe. Voilà, on est habillé, on est au carré, on montre quelque chose. Alors que là, on n'a rien à montrer à personne. Et je trouve que c'est extrêmement propice à faire émerger en fait ce qui nous, quelque part, ce qui nous tient et ce qu'on est vraiment. Alors, c'est pas fini, puisqu'il y a d'autres thématiques récurrentes dans votre œuvre à part la nuit. Et on va en voir deux principales qui pour moi, en tout cas, me paraissent essentielles. Et on va commencer, je parle évidemment de la musique et de la peinture, hein, qui sont récurrentes dans votre œuvre. Et on va commencer par la musique, puisque dans la microfiction qui est consacrée à l'homme qui écoute des variations Goldberg de Bach, le texte se termine par « La musique est amour ». Oui, amour et rien d'autre. Et dans Les heures silencieuses, sur l'instrument de Magda, se trouve une inscription en latin. Vous vous en souvenez? Oui. Allez-y. Oui, ça dit en latin dans la joie comme dans la peine, que la musique soit ta compagne, quelque chose comme ça. Voilà, je vous l'épargne en latin. Vous l'avez en latin. Donc là, évidemment, on se demande ce que représente pour vous la musique, essentiellement, j'ai envie de dire. C'est vrai que la musique, pour moi, toute forme de musique, c'est vraiment un compagnonnage qui remonte à très très loin. Et je pense même que la musique a un pouvoir supérieur, peut-être une vraie supériorité quelque part avec les mots, parce que c'est un langage, bon, c'est un petit peu banal de dire ça, mais qui est complètement universel, qui peut être partagé en dehors du langage, d'une culture quelconque, parce que ça s'adresse directement, je dirais, à la peau. C'est épidermique. La musique, on la reçoit sur le corps. Voilà. Comme un tambour. Voilà. Au hasard. Voilà. Avant qu'on analyse, et que ça monte jusqu'au cerveau, on sait dès les premières notes d'une chanson, d'un morceau de musique et tout, si c'est pour nous, si ça nous touche ou non, ou si au contraire ça va nous être profondément dérangeant ou désagréable. Il y a ce côté extrêmement épidermique qu'on ne discute pas. Les mots, on peut les discuter, il faut les comprendre, voilà. Alors que la musique, on est dans un aspect complètement, purement émotionnel.
et universel. Et ça, je trouve que c'est assez fabuleux. Comme par exemple, comme la danse aussi. Mais la danse est quelque chose de plus codé, peut-être. Pour certaines ou pour certains. Pour d'autres, non. Dans une microfiction, donc il y a un célèbre concertiste qui va jouer la Wanderer Fantasy de Schubert pour son dernier concert. On voit à quel point c'est important pour lui, puisque après il sait qu'il ne pourra plus jouer en public. Eh bien, on va voir que la musique romantique revient régulièrement dans vos livres. Schumann, évidemment, dans Novices désaccordés, qui est inspiré, je crois, de la vie de Robert et Clara Schumann. Enfin, en tout cas, il y avait ça au début. Mais surtout Schubert, on vient de le voir. Dans Un été à quatre mains, évidemment, puisque là, c'est une partie de la vie de Schubert qui est imaginée. Ou dans le paragraphe consacré à Schubert, dans Une femme à contre-jour aussi, qui est un très beau paragraphe qui est consacré à Schubert. Ou encore dans l'Ave Maria de Schubert, dans La nuit des pères, puisque c'est ce qui va servir pour l'enterrement de la mère d'Isabelle. Pourquoi Schubert est une source d'inspiration récurrente dans votre œuvre? Il m'en pose des questions. Parce que j'ai un amour vraiment infini pour cette musique et une tendresse aussi infinie pour cet homme qui est mort à 31 ans en ayant composé encore plus de choses que Mozart, qu'il n'aura quasiment jamais entendu de sa vie, qui a toujours vécu dans une espèce de bohème plus proche de la misère qu'autre chose, qui n'a jamais su, lui, tenir un rôle social pour arriver à devenir quelqu'un de connu, quelqu'un d'une maladresse, d'une timidité maladive, qui, je crois, n'était heureux que quand il rendait les autres heureux avec sa musique. Et une musique qui me touche peut-être parmi toutes les musiques énormément. Notant, il y a des pièces où il y a très très peu de moyens. On a vraiment l'impression qu'il y a 3 notes et avec ça, il y a un miracle en suspension. Vous savez, c'est comme Modiano. Vous avez l'impression qu'il y a 3 élastiques de bout de ficelle, que ça tient comme ça en équilibre, qu'il n'y a rien. Et c'est un miracle, cette espèce d'équilibre avec très très peu de choses. Et Schubert, il a cette capacité, je trouve, de vraiment nous parler au cœur. C'est vraiment la main posée, c'est vraiment la voix pour moi, la plus fraternelle qui soit. Parfait, ça me convient bien parce que j'adore Schubert, donc voilà, c'est pas par hasard si j'ai choisi de parler de Schubert. Bref, dans une autre microfiction, on a cette microfiction du célèbre concertiste, donc celui dont on vient de parler, et il est pianiste. Et dans Nos vies désaccordées, François est pianiste, et dans Noces de neige, Mathilde, la gouvernante, joue du piano. Il me semble que vous avez joué du violon, comme votre grand-père, puis du piano, comme votre grand-mère. Diriez-vous que l'écoute et ou la pratique du piano nourrissent votre écriture? C'est très difficile à savoir, en fait, ce qui va vraiment nous nourrir, nous constituer. Et c'est très souvent complètement inconscient. Je crois qu'on est fait du sédiment de tout ce qu'on vit, de tout ce qu'on rencontre, de tous les visages, de toutes les histoires. On est fait l'expression, on est fait du bruit des autres. Et à un moment, il y a des choses qui s'installent, de manière plus définitive, plus solide. Mais quelle est cette part? Est-ce qu'elle est consciente? Ça, honnêtement, j'en sais rien. Et je vais même aller un peu plus loin. Je ne sais pas s'il faut, comme auteur ou comme artiste, trop s'interroger là-dessus. Parce qu'à un moment, je crois que si on démonte trop la petite mécanique et qu'on met tous les ressorts et les rouages et les trucs sur la table, on risque de ne pas être capable de les remonter. Et ça veut dire qu'on perd parler de magie, c'est un peu excessif, mais peut-être la justesse de la petite voix qui est la nôtre. Il n'y a aucun de ne instrument... pas trop s'auto-analyser ni décortiquer par rapport à ce qu'on fait, parce qu'à en être conscient, on risque de vouloir reproduire un truc parce qu'on pense que c'est ça qui marche, et ça, c'est pas très bien, parce que là, on n'est plus dans
On n'est plus dans le jaillissement, on n'est plus dans la flamme, on est dans la fabrication. Donc c'est moche. Pourtant, le piano, c'est beau, mais ça serait dommage. Mais je veux dire, c'est le seul instrument qui est récurrent, l'épinette, etc. C'est le seul instrument qui est récurrent dans votre œuvre. Parce que ça correspond aussi tout simplement à une pratique personnelle qui a été la mienne. Voilà, donc c'est quelque chose qui m'est, on va dire, familier. Voilà. Et après la musique, alors, je repensais à quelque chose, là, je relisais. En plus de jouer du piano, je crois que votre grand-mère aimait peindre. Et vous avez toujours au-dessus de votre piano cette toile de votre grand-mère. Et vous en savez des choses sur moi. Donc après la musique, évidemment, on arrive à la peinture, qui est une autre source d'inspiration récurrente. Puisqu'on peut déjà rappeler que dans Nos vies désaccordées, Sophie est peintre. Oui. Dans La nuit des pères, la toile de Goya, le dieu Saturne dévorant ses enfants est un choc monumental pour Isabelle. C'est vrai. Et dans une des microfictions, un homme se souvient d'un voyage qu'il a fait à Naples avec son épouse, et particulièrement d'une toile du Caravage, le Martyr de Sainte-Ursule. Et je crois que vous-même, vous avez été marqué par la découverte de Judith et Holoferne du Caravage lors d'un voyage à Rome. Oui. Est-ce qu'il y a un lien entre ces deux événements ? Moi, ce qui ne cesse de me surprendre et de me fasciner dans l'art, c'est cette capacité qu'ont certaines œuvres, qui ne sont pas forcément les plus belles, les plus reconnues, les plus ceci, cela, mais qui a été créée il y a 2, 3, 4, 5 siècles, à un moment, qui semble avoir quelque chose à nous raconter en particulier. Voilà. Et ça, pour moi, c'est un objet de fascination sans nom. Pourquoi c'est ça qui vient me toucher, alors qu'il y en a 50 000 autres autour, que ce n'est pas celle-là qui a le plus de qualité objective, mais c'est celle-là qui a quelque chose à me dire. Et je pense que l'intérêt que j'ai pour l'art, c'est cette espèce de recherche justement de ce moment où il y a telle toile, telle œuvre, telle sculpture, tout ce qu'on veut, qui a quelque chose à me raconter. Et particulièrement le XVIIe siècle, on vient de le voir avec le Caravage, mais en fait on a aussi 3 de vos ouvrages qui sont consacrés à la peinture hollandaise de cette période. Les Heures silencieuses, qui est, je crois, né d'une rencontre avec le tableau intérieur avec une femme jouant de l'épinette d'Emmanuel de Witt, mais enfin ça c'est évident puisque c'est le sujet du livre. L'ombre de nos nuits est issue de la vision du tableau de Georges de la Tour, évidemment, Saint-Sébastien soigné par Irène, et vous avez aussi consacré un essai original, on va dire, à Vermeer entre deux songes, puisque c'est consacré à Jeune fille assoupie du peintre flamand. Qu'est-ce qui vous fascine particulièrement dans cette période de la peinture hollandaise du XVIIe siècle, qui est récurrente encore une fois? Tout à l'heure on avait de la musique romantique, là on a un moment particulier, à un endroit particulier, qui est la peinture hollandaise du XVIIe siècle et qui à ce moment-là devient récurrente dans votre œuvre. C'est vrai que cette peinture qui est celle de l'instant arrêté. Il y a ce côté évidemment arrêt sur image chez Vermeer où on a l'impression d'ouvrir la porte et de dire « oh pardon ». Et qu'est-ce qu'ils sont en train de dire? On a l'impression que c'est une scène arrêtée avec ces expressions, cette douceur qu'il y a sur les visages, ces lumières qui arrivent et qui font des choses qui sont toujours, je trouve, complètement bouleversantes. Alors c'est vrai que ce tableau d'Emmanuel de Witt, il est beaucoup moins connu que Vermeer, il n'en a pas d'ailleurs les qualités, mais c'était cette femme de dos qui m'a émue. Pourquoi elle est de dos? Pourquoi elle ne nous montre pas son visage? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi elle a l'air aussi seule dans cette grande maison? Voilà. Les tableaux, c'est des boîtes à fantasmes, hein, c'est des machines à faire écrire. Et le petit texte que j'avais écrit après sur Vermeer, là c'était un petit peu différent. En fait, c'est une commande d'un éditeur qui avait une collection avec plein de textes autour d'une œuvre et qui, au moment de l'expo Vermeer à Paris, m'avait demandé d'en écrire un. Voilà, donc j'avais écrit celui-là. Très bien. Mais donc il y a quand même un intérêt pour cette espèce de fascination quand même. C'est plus que ça, parce que vous dites qu'il y a presque un syndrome de Stendhal, d'ailleurs, face aux de Witt. Oui, un petit peu, mais il y a surtout dans cette peinture, je trouve, une extrême pudeur.
Quand on voit par exemple là, de Vermeer, on l'a tous en tête, la jeune femme enceinte de profil qui lit une lettre à la fenêtre. On a peur pour elle de ce qu'il y a dans la lettre. Il y a une espèce de douceur et de pudeur dans ce visage, moi, que je trouve absolument unique. J'ai aussi le sentiment que cette contemplation d'œuvre va nourrir le portrait de femme particulièrement. C'est à chaque fois, vous allez comme tirer tirer le fil, c'est-à-dire de ces portraits. Et je crois que c'est le mot important, c'est portrait, de prolonger le portrait de ces femmes-là. Oui, de ces femmes ou de ces hommes, parce que dans le Latour, il y a aussi des personnages ouais. masculins. En fait, plus simplement, je crois que ce qui m'intéresse en écriture, c'est pas uniquement de raconter des histoires. D'ailleurs, je ne sais pas très bien faire. Voilà, je ne suis pas une architecte du roman. Vous êtes une esquisseuse. Oui, voilà. C'est pas il y a les architectes et puis les jardiniers. Voilà. Et moi, j'ai toujours beaucoup plus d'intérêt pour l'esquisse, pour le geste, pour le mouvement, qu'après, quand on passe la peinture au kilomètre. Parce qu'il y a vraiment le geste, le mouvement de la main. Et ce qui m'intéresse avant tout, plus que l'histoire, je crois que ce sont les personnages. Et ce que j'essaie de faire, vraiment, et je le dis aussi sincèrement que possible, c'est moins de raconter des histoires que d'essayer de faire des portraits. Parce que pour moi, le portrait, c'est l'art majeur. C'est le grand art. D'où l'intérêt pour Viviane Maier aussi. On y arrive. C'est les portraits de Rembrandt, les portraits de Titien, les portraits de Bacon, de Van Gogh, qui vous voulez, et la découverte que j'ai eue des portraits de Viviane Maier, en effet, qui a pour moi ce talent que je trouve sidérant, en une photo prise à la volée, dans la rue, de tout comprendre, en fait, d'une vie. Voilà. C'est une photo, un destin. Il y a ce qui est dans le champ et hors champ. Et tout ce que raconte l'image et tout ce qu'on imagine qui va autour. Et ça, en un cliché. Je ne pense pas, pour moi, qu'il y ait un art au-dessus du portrait. Parce que le visage, c'est vraiment ce que nous sommes, ce que la vie a fait de nous, ce qu'on a aussi fait de la vie. C'est comme la nuit. On ne peut pas tricher avec notre visage. Il est ce qu'il est, mais il est très profondément nous-mêmes. Et qu'on arrive à raconter ça avec une photo ou avec un portrait. Moi, il me faut des centaines de pages pour y arriver. Ou deux. Puisque en fait, ce qui va vous rapprocher de Viviane Maier, c'est que vos microfictions, ce sont des instantanés. Des instantanés de vie qui racontent à la fois l'instantané, mais aussi toute une vie. Et je crois qu'il y a ça aussi chez Viviane. Ça rejoint la démarche quelque part de Viviane Maier. Oui, je n'avais pas pensé à ça. Mais oui, en fait, c'est toujours le personnage pris dans l'instant, mais à qui il faut offrir toute une vie derrière pour qu'on comprenne quel est l'instant. Et j'ai trouvé qu'à écrire, c'était à la fois très passionnant, mais très, très difficile de trouver en quelques phrases, en quelques mots, les choses qui vont lui donner une présence. Un autre point qui, je crois, vous rapproche à nouveau de Viviane Maier, c'est que comme elle, avec la photo, et ça je vous cite, c'est vous qui dites ça, j'écris pour dire des histoires d'égarés, de démunis, de perdus, d'abandonnés, des histoires d'errants qui marchent au bord de leur gouffre, qui s'égarent dans leur labyrinthe. Bah oui, c'est quand même nos fragilités qui sont intéressantes. Bien sûr, il y a les grands héros. Là, je regardais récemment à la télévision une série Netflix là, sur Alexandre le Grand. C'est super. C'est fascinant. Voilà, conquérir à 33 ans, je ne sais pas à quel âge il est mort. 33, effectivement. 33 ans, voilà. Ça, c'est un âge quand même. Hein. 33 micro-fictions, 33 ans. Ah, oui. Comme le Christ.
Et voilà, on va loin là. Et voilà, donc c'est vraiment le destin du héros absolu. Voilà, Alexandre, c'est le destin absolu. Voilà, l'homme qui a conquis la moitié du monde connu à l'époque. Voilà. Mais c'est fascinant. Mais est-ce que c'est aussi touchant que de comprendre ce qui se joue dans une scène à côté de nous, dans un couple au restaurant à côté de nous, dans une personne qui vient vous dire quelque chose, où là, il se joue vraiment quelque chose comme avec la musique, au plus près de la peau. Avec la peinture et la musique, il me semble que nous avons une clé de votre écriture poétique qui est à la fois en clair-obscur et musicale. Est-ce que ça vous correspond, ça? Une écriture en clair-obscur et musicale? Peut-être. Je ne vais pas commenter le commentaire, comme on dit. Non, très simplement, c'est très difficile de s'auto-définir comment on écrit. Et je pense qu'en même temps, voilà, ce n'est pas complètement souhaitable de s'auto-analyser. Mais oui, ça me semble... Ça me semble... Oui. Et ce que j'ai pu lire aussi, c'est que souvent, vous partez d'une... Et on l'a vu tout à l'heure avec De Witt, avec le choc émotionnel. Et justement, vous parlez d'une émotion initiale qui va vous amener à l'écriture. Est-ce que c'est systématique? C'est l'émotion initiale? Est-ce que c'est un besoin qui est cette émotion initiale vraiment forte pour entrer en écriture? Sincèrement, oui. Voilà. S'il n'y a pas quelque chose qui vient me chercher, qui s'installe, qui s'accroche et qui dit bah, maintenant, c'est ça qui est là. Honnêtement, ça ne fonctionne pas. C'est pour moi un sujet de roman, c'est pas quelque chose qui va se décider en disant tiens là, ça m'intéresse, il y a un sujet de société, il y a un truc là, on pourrait faire quelque chose, ça pourrait être sympa. Parce qu'on se met à fabriquer, à imaginer quelque chose et à vouloir aussi quelque part peut-être démontrer quelque chose. Moi, j'ai rien à démontrer. Pour moi, la littérature, c'est montrer, c'est voilà, et après, bah, faites ce que vous voulez avec. Donc, si ça vient pas de l'intérieur, s'il n'y a pas vraiment s'il n'y a pas le feu, hein, s'il faut vraiment une flamme qui soit très vive, très forte, parce que le livre, on va vivre avec pendant 1 an et demi, 2 ans, 3 ans ou plus. S'il n'y a pas ce feu qui vous tient en sachant que c'est là maintenant que ça se passe et tu ne vas pas aller ailleurs tant que tu n'en as pas fini avec ce truc, ça ne tient pas. C'est beaucoup de temps, c'est beaucoup d'énergie, c'est beaucoup de doutes. Il y a des choses aussi qui sont difficiles à aller chercher dans la longue impatience, dans la nuit des pères, tout ça. Il y a des moments, je n'étais pas sûre de vouloir y aller, en me disant mais c'est obligé de se faire du mal comme ça quand on écrit. Et en même temps, c'était là et il fallait y aller. Parce que si la littérature ne sert pas aussi à taper un peu dans le dur, on fait autre chose, quoi. Et quand on parle d'entrer en écriture, pour vous, la question la plus importante, c'est qui va parler? De qui va-t-on entendre la voix? Et ça a eu, je crois, une importance pour un roman qui a été réécrit complètement. Oui, alors, comme lectrice, je ne sais pas si vous aussi, comme lecteur, comme lectrice, c'est ce qui vous frappe en premier, mais dès les premières lignes que je lis, c'est toujours la question que je me pose, qui porte l'histoire? De quelle voix va-t-on entendre l'histoire? Parce qu'il est évident que si c'est l'un ou l'autre des personnages, ou si c'est un narrateur extérieur, on n'entendra pas les mêmes choses, on n'aura pas la même vérité de l'un à l'autre, on n'aura pas la même langue, la même musique. Donc ça, pour moi, c'est vraiment une question essentielle. Voilà. Quel est le personnage le plus juste ou le plus légitime ou le mieux placé pour faire entendre cette histoire? Et en général, c'est une décision qui se prend de manière un petit peu inconsciente, c'est-à-dire qu'il y a un moment où on tourne un peu ça dans sa tête, puis plus on la tourne, moins on trouve. Et
à un moment, on se dit, bah oui, c'est comme ça que ça va s'écrire. Voilà. Tout est possible. Avant le livre, il n'y a pas de livre. Et même quand le livre est terminé, on pourrait le réécrire de 50 manières différentes. 2 fois pour une longue impatience, quand même. Ouais. Oui, parce que pour la longue impatience, j'avais commencé à la 3e personne. Et puis quand j'ai eu fini, je me suis dit, ouais, c'est pas mal, des choses que je trouve, voilà, mais il y a un truc qui, voilà. Et le truc qui, en fait, c'était, mais non, il y a qu'elle qui peut raconter, son histoire. Et personne d'autre n'est légitime pour dire ce qu'il y a dans sa tête. Donc c'est elle qui va s'y coller. Donc, ben ouais, j'ai tout réécrit. Je me suis dit que la prochaine fois, si je pouvais m'éviter ça. C'est la seule et unique fois où ça vous est arrivé de réécrire en changeant le point de vue. Oui, ça m'était arrivé au tout début, au démarrage du dernier gardien d'Ellis Island. Mais là, heureusement, je n'étais pas allée très loin. J'avais pensé donner la parole à la jeune fille sarde, Nella, qui apparaît dans le livre. Et puis, très rapidement, ça a tourné court, parce qu'il y avait des tas de choses qu'elle, de son point de vue à elle, ne pouvait pas savoir, ne pouvait pas raconter, n'avait pas la vue, je veux dire, assez panoramique, que sa focale à elle était vraiment un zoom très, très étroit, et qu'il me fallait vraiment le grand angle pour raconter ça. Donc, heureusement, je m'en suis rendu compte assez rapidement, ce qui m'a évité de tout réécrire. En plus, quand vous écrivez, moi je vais utiliser une expression, j'ai l'impression que c'est vous qui le dites. Moi je vais m'expliquer. Pour moi, c'est une valse à 3 temps, c'est ce que vous dites. C'est-à-dire, vous écrivez en 3 temps. Et oui, ça fait l'impression d'une valse à 3 temps. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qu'est le temps invisible, le premier jet et le temps du travail? Vous êtes documenté, vous, hein? C'est impressionnant, votre libraire. Ils sont tous... Oui, alors, évidemment, chaque écrivain a ses... je ne peux pas parler de méthode, parce que la méthode, c'est un truc qui serait extrêmement scientifique et rationnel. Et l'écriture n'est ni scientifique ni rationnelle, heureusement. Mais c'est vrai que j'ai observé qu'il y a en fait 3 temps pour moi dans l'écriture. Et le premier temps, c'est la phase en effet invisible. C'est le livre qui s'écrit dans la tête, c'est-à-dire c'est le sujet qui émerge, c'est cette espèce de film invisible, c'est la caméra oscura qui court, qui galope, qui déplace les scènes, qui coupe, qui monte, qui dit non, voilà. Et ça, c'est de manière complètement, évidemment, invisible. Hein. C'est juste dans votre tête. Voilà, c'est dans les transports, sous la douche, voilà, avant de dormir. Et c'est là que le livre, en fait, il s'écrit. Et dans ces moments-là, j'essaie de m'interdire un peu d'écrire trop rapidement, parce que une fois que c'est écrit, pour moi, c'est quand même... je sais bien qu'on peut tout refaire, on peut tout jeter, mais j'aime pas. Comme j'écris très court, moi, déchirer 2 phrases, ça me rend malade. C'est la moitié du livre qui part. C'est la moitié du livre, voilà. J'osais pas le dire, mais voilà. Donc c'est vrai que moi, c'est un crève-cœur de supprimer des choses. Donc je veux pas les figer trop rapidement. Donc toute cette phase, elle est invisible, mais c'est là qu'en fait le film intérieur, vous dites. C'est là que le truc il émerge. Et de manière très inexplicable, il y a un moment où ce qui est dans le cerveau doit descendre par la main et finir par se poser soit sur un cahier, soit sur un ordinateur. Et c'est également très mystérieux pourquoi c'est à ce moment-là que ça doit s'exporter à l'extérieur, en sachant bien qu'évidemment, le texte final n'est pas un copier-coller de ce qu'on a dans la tête, parce que ça ne serait pas drôle, et qu'il y a des choses quelquefois à l'écriture qui ne fonctionnent pas, d'autres choses au contraire qui émergent. Et puis l'écriture, c'est un matériau dynamique, c'est de la lave en fusion, hein. Ça bouge tout le temps, hein. Tant que c'est pas imprimé, ça bouge.
Après, j'espère que ça bouge encore au fil des lectures de chacun, qui sont des lectures uniques. Et puis l'écriture se nourrit d'elle-même, c'est-à-dire que ce qui est écrit génère aussi d'autres choses qui n'étaient pas forcément prévues au programme. Dans le film intérieur. Ouais. Il y a ce premier jet. Il y a ce premier, et alors ça donne pour moi un premier jet, c'est-à-dire de la première à la dernière phrase. Une fois que j'ai l'incipit, il me faut ma première phrase pour démarrer. C'est le là, complètement. C'est donner la tonalité. Et une fois que je suis entrée dans cette tonalité, ça... Là, tout est écrit d'un seul tenant. Oui, juste de la première à la dernière phrase, sans forcément que je relise ce que je viens de faire. Et ça, c'est quand même la phase la plus... honnêtement, la plus jouissive, parce qu'il n'y avait rien avant. Puis au bout d'un moment, il y a un fichier Word avec X pages et dedans des trucs qui n'étaient pas là. Donc ça, c'est quand même... c'est la création. C'est partir du vide, du néant à quelque chose. Mais à ce moment-là, on est quand même très loin du bout, puisque ce sont des relectures. C'est le troisième temps, ça. Voilà, c'est le temps du travail, dites-vous. Ouais. Là, c'est le temps de relire, c'est-à-dire de se questionner sur ce qu'on fait, sur la langue, sur ce qui va pas, sur ce qui fonctionne, sur ce qui chiffonne un peu, sur... la ponctuation. Ouais, la ponctuation, à quel moment il faut ménager des respirations, à quel moment il faut le coup de cymbale, à quel moment il faut la petite dissonance qui vient un peu questionner, à quel moment il faut tourner la page pour aller au chapitre suivant. Et puis, à chaque relecture, le texte s'enrichit. Le premier jet, c'est un arbre dont il y aurait le tronc et puis les 3 grandes branches. Et puis, à chaque relecture, des petites branches qui poussent, des petites fleurs, des petites feuilles, etc. Et à la fin, ça fait quelque chose qui va avoir sa densité finale. Parce que l'écriture, c'est ça, il y a un côté... l'écriture génère en fait de l'écriture qui se réajuste en permanence à ce qui vient d'être écrit. Et au bout d'un moment, quand au fil de X relectures, de mon point de vue, je ne peux plus rien corriger parce que j'ai l'impression que je suis arrivée au bout de ce que j'étais capable d'en faire, là, c'est le moment de le confronter à... Un premier lecteur, déjà. Un premier lecteur ou au regard... Je crois que votre mari est le premier lecteur Souvent, oui. Pas systématiquement, mais souvent. Et au regard plus professionnel de l'éditeur ou de l'éditrice, avec lequel ça va générer un échange. Beaucoup de questions, surtout. Beaucoup de questions. Et à partir de toutes ces questions, ça amène à réfléchir... comment aller plus loin, est-ce qu'il y a des choses qui sont nécessaires, est-ce qu'il y a des choses qui sont indispensables, et puis surtout de se caler vraiment sur, en fait, quel était mon désir quand j'ai écrit ça. Voilà. Et d'essayer de porter le texte le plus loin possible. Voilà. Je sais que pour La Nuit des Pères, par exemple, mon éditrice, quand elle a reçu le texte, elle me dit « ouais, c'est bien, ok, on va le faire ». Mais il y a des trucs, est-ce que là, tu es sûr que tu es allé au bout? Bah non. Toute seule, j'y vais pas, quoi. D'être montée sur le grand plongeoir. Elle vous oblige à... Voilà, vous regardez le truc, vous dites, oh là là, c'est loin, c'est froid, je vais me faire mal. Voilà, non, je suis pas sûre d'y aller. Par contre, quand vous avez quelqu'un qui monte avec vous derrière le grand plongeoir puis qui dit, bah, maintenant, tu redescends pas, voilà, c'est là que ça se passe. Bah, on se dit, ouais, là, il faut y aller. Et c'est vrai que dans La Nuit des Pères, il y avait des choses qui, pour moi, étaient... je crois que c'est le roman le plus intime. N'étaient pas simple forcément à écrire, même si ce n'est pas une autofiction. Là, je me suis dit, bon, bah là, si tu es un peu honnête avec toi, faut y aller, quoi. Toujours à propos d'écriture, et pour revenir à vos micro-fictions, dans l'une d'entre elles, une écrivaine se trouve dans une chambre d'hôtel, et voici ce qu'on lit.
Je vais vous demander de le lire. Tout entière? Non, juste ça. Juste ce passage. Parfois, l'écriture l'emmène au bord du vide et la retient là, sur cette frontière. Puis au dernier moment, elle la sauve de l'effroi, de la tiédeur, du demi-jour et des colères tristes. Elle poursuit son travail obscur de sourcière. Elle écrit ce qui se tisse sous sa main, ce qui demande à venir. Elle écrit un morceau de nuit traversé d'un vol d'oiseaux, d'un trait de lumière. Elle ne sait pas où ça l'emporte. Peut-être écrit-elle ce lieu aussi, celui qu'elle habite en rêve, là où les champs de blé viennent caresser la mer. Elle écrit, j'écris. J'ajouterai rien. À l'origine de votre œuvre, il y a la poésie. Et on va voir, là, vous allez nous lire un petit passage où, dans votre dernier recueil de poésie, on va voir qu'on a vu la méthode romanesque, ou en tout cas de fiction, puisque vous nous avez expliqué le travail. Et là, vous dites que le travail de poésie n'est pas tout à fait le même. Alors, hop, je veux bien que vous lisiez, vous nous expliquiez, et là, au début de ce recueil, vous expliquez. Oui, enfin, juste là, où ce que vous voulez. Enfin, voilà, c'est bien. J'ai écrit ces textes dans des carnets, des cahiers, sur des pages volantes, des agendas, des tickets, des listes, des enveloppes, des marque-pages ou dans mon téléphone. Je les ai écrits dans les gares, les trains, les hôtels, les cafés, chez moi, dans le métro, en ville et en d'autres lieux. La poésie demeure pour moi comme une apparition, une attention portée à l'infime, comme le surgissement d'un éclat fugace au cœur de nos vies, l'éclosion d'invisibles soleils. Peut-être à cet instant-là, les mots peuvent-ils saisir quelque chose de ce jaillissement. Elle est le regard nu, débarrassé de ce qui pèse, de ce qui encombre. Elle est le retour à la source, la lumière qui s'attarde sur un mur, le frémissement qui parcourt un visage, la chaleur d'un corps aimé. Elle est le mot que l'on attend et qui nous sauvera peut-être. Et peut-être avant de laisser la parole, je ne sais plus où est-ce que... Trop de notes, tu les notes. Oui, non, j'avais un poème. J'aurais bien aimé que vous nous lisiez un poème. Et je vais essayer de le retrouver. Mais je l'ai perdu. Un poème n'est jamais perdu. Il est égaré. Non, il est égaré, voilà, exactement. En fait, dans votre œuvre, la Bretagne aussi est un petit peu présente. J'avais noté 2 ou 3 dans l'ombre de nos nuits. Évidemment, la fille de Georges de la Tour tombe amoureuse d'un officier breton. Ça alors. Et dans une longue impatience, évidemment, là, tout se déroule en Bretagne. Est-ce qu'il y avait un lieu particulier qui avait inspiré ce roman ou pas du tout? Oui, dans ma tête, il y a un lieu, mais j'ai pas voulu, réduire cette histoire à une histoire d'un lieu, parce que je trouve que ça aurait beaucoup trop, de mon point de vue, enfermé l'histoire. Voilà, je pense que chacun peut y projeter le paysage ou le petit village de pêcheurs qu'il souhaite. D'ailleurs, il y a aussi pour moi plusieurs lieux qui ont pu se mêler. Mais oui, pour moi, l'histoire est ancrée, mais je pense que c'était ni important ni nécessaire de nommer les choses, que ça les réduisait trop. De même pour la Nuit des Pères aussi. Voilà, moi aussi, je vois le village de montagne où ça se passe, mais de manière à le géographiser de manière trop précise, ça me semblait, assigner l'histoire à un lieu et que ce n'était pas forcément ça. Il y a un lieu que vous avez localisé, c'est Brest. Oui, parce que là, à un moment, il y a Tambour frappé à main nue, vous faites référence à Recouvrance, oui. Et plusieurs fois à Ouessant. Oui, Ouessant, oui. Parce que ça a été un choc la première fois où je suis allée à Ouessant. Déjà, il faut... Ouessant, ça fait quand même... ça vous semble ridicule, je dis ça, moi, en parisienne et tout, mais c'était un de mes bouts du monde. Voilà.
Hein, il y a Samarcande, il y a tout ce qu'on veut, mais il y a Ouessant, toujours un endroit qui m'a fait rêver parce que j'aime les îles, parce que voilà, c'est un lieu de... Et parce que, oui, pour y arriver, c'est le bout du monde. Vous partez de Paris avec les gamins dans la voiture et tout. À Brest, vous croyez que ouais, ça part de Brest et tout. Non, non, pas du tout. Ça part encore... Ah oui, est-ce qu'il y a quelque chose après Brest? Oui, il y a voilà, pour aller prendre le bateau. Après, sur le bateau, on est malade comme un cheval, donc on se dit, était-ce bien nécessaire cette expédition un peu extrême? Et puis, on arrive à Ouessant et c'est la lande, c'est les bruyères, c'est les rochers, c'est les phares, c'est les ajoncs, c'est les moutons, c'est les petites abeilles partout. Et c'est fabuleux. Oui, pour moi, Ouessant, c'est un très beau lieu. J'ai retrouvé. Enfin, non, j'en ai trouvé un autre entre-temps. J'avais prévu de vous faire celui-là, mais en fait, je trouve que celui-là correspond bien pour conclure ce que vous venez de nous dire, celui-ci. Recueillir les mots comme des fruits ensoleillés ou des galets blancs brassés par les marées. Les poser sur la table, qu'ils s'épousent en de silencieuses noces et viennent danser entre mes mains. Merci Gaëlle Josse. Merci à vous.